Donc, Smita, Kate et Bonnie, j'aimerais vraiment vous poser une autre question. J'aimerais vous inviter, en fait, j'aimerais que vous puissiez répondre les unes aux autres. Donc, y a-t-il autre chose que vous pourriez rajouter qui pourrait, en fait, complémenter ce que vous avez déjà dit au préalable? Et nous allons pouvoir, après, passer aux questions dans la boîte de conversation. Est-ce que, Smita, tu veux prendre la parole? Oui, merci. Donc, c'est vraiment une conversation très encourageante et j'apprécie vraiment le rapport de Dr. Stan, sur un rapport qui est vraiment axé sur l'équité, un rapport qui est axé sur l'équité et qui parle de la structure et des problèmes systémiques. Quand nous parlons de ces sujets, et Bonnie a parlé de l'accès aux données. Je veux que juste prendre en fait des données en fait qui ont été recueillies lors du projet précédent de The Bridge. Donc, nous avons eu un projet qui s'appelait The Prompt. Le projet avant s'appelait Proto, nous a donné des données sur les questions sociodémographiques, les questions légales, les questions en santé mentale. Et ce que nous avons pris, c'est que 96% ont une dépendance au tabac, donc ils fument des cigarettes. Donc, en regardant les données, les gens eux-mêmes étaient choqués parce que nous vivons dans la capitale d'un pays riche, à Ottawa, à 2 pas du Parlement. Nous voyons vraiment l'écart entre les populations parce que à Ottawa, nous avons il y a juste 9% de la population qui fument en moyenne, mais à 2 pas du Parlement, c'est 87%. Et donc, ça, c'est vraiment l'inégalité. Et les gens étaient tellement choqués qu'ils ont voulu s'attaquer à la question de la tabagerie. Donc, nous sommes intéressés à comment s'attaquer à la tabagerie et comment gérer ça avec la communauté, en partenariat avec la communauté. Donc, nous avons eu un partenariat avec les infirmières qui travaillaient dans ce sujet-là. Et donc, ce genre d'approche de partenariat communautaire nous a permis de voir les gens réduire leur utilisation du tabac, mais aussi d'autres drogues, mais le faire eux-mêmes de manière autonome. Et aussi, ils ont commencé à obtenir de meilleurs emplois, de meilleurs logements. Et je peux vous dire que cette population qui avait 96% de dépendance au tabac avait 7 à 8 fois plus de problèmes de santé mentale que la population en général. Et donc c'est un district que nous connaissions en fait avant le début de la pandémie. Donc, les problèmes de santé mentale 8 fois plus, l'insécurité alimentaire touchait 80% de la population. Et ça, c'était des statistiques que nous avions avant la pandémie. Donc, c'était certaines des statistiques que nous gardons garder à l'esprit afin de comprendre en plus quel est l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur cette population qui existe au sein d'une nation extrêmement riche. Ensuite, si on parle encore aux questions de santé publique ou aux questions en fait d'insécurité alimentaire, quand les portes étaient fermées, en fait, quand l'accès aux centres communautaires est fermé, puisque Bridge aussi a dû se fermer et que la banque alimentaire était aussi fermée, donc les amis avec qui ils passaient du temps, ils ne pouvaient plus le faire. Donc vous pouvez imaginer la crise en santé mentale que cela a généré. En plus, vous avez cette statistique que si l'équité n'est pas un outil dans nos partenariats, nous n'irons nulle part. Et donc, c'est ce sur quoi nous devons construire. Nous devons construire ce genre de partenariat pour avoir de l'équité, pour entendre les voix qui sont importantes, ces voix qui ont cette expérience vécue et qui peuvent apporter leur sagesse à la table. Et c'est le genre de partenariat que nous devons cultiver pour pouvoir s'attaquer à ces défis systémiques. Merci beaucoup, Smita. Je pense que Keta, il y a peut-être quelque chose que tu veux dire en réponse à cela. Et il y a aussi une question dans la boîte de conversation et tu veux peut-être essayer de répondre à cette question-ci. C'est comment est-ce que ces voix, comme Smita l'a expliqué de manière éloquente et passionnée, donc comment en fait ces voix vont se rendre en fait au conseil de santé et à cette table de concertation. Donc merci pour ta réponse et nous a fait d'intégrer cela. Donc, Smita, je trouve que ton travail est vraiment une source d'inspiration surtout parce que tout vient du leadership de la communauté et je pense qu'on commence à avoir un changement cognitif au niveau du système pour reconnaître
qu'une approche pyramidale en fait de l'équité ne va vraiment rien changer. Et donc les communautés ont vraiment une grande force à offrir et c'est en fait la seule chose qui peut produire du changement dans un système, dans une approche systémique complexe et adaptative. Et donc je pense que c'est ce que nous devons mettre en place. Et je pense que ce qui va promouvoir ça au cours de l'année dernière, ça a vraiment été les données et la transparence. Et donc, nous pouvons faire ce changement. Et notre groupe a eu cette conversation avant aujourd'hui. Nous ne pourrons pas faire ce changement seulement basé sur les valeurs, parce que des fois, nous allons avoir plusieurs valeurs pour ce travail au cœur, avec les gens qui ont fait ce travail depuis plus longtemps, mais ce qui va changer la donne, c'est de partager les données, que ce soit des données désagrégées et aussi d'intégrer ces populations. Donc, et cela des informations, d'assurer que tous les travailleurs, en fait, puissent être informés de ces données avant de commencer à travailler dans sa communauté. Donc, avoir la transparence, c'est important, d'avoir, en fait, de la surveillance et de s'assurer que tous ces deux aspects sont vraiment très critiques. Donc, la transparence et la représentation, ça va vraiment être aussi un travail à effectuer que notre conseil par exemple, n'a pas de membres qui viennent des communautés afro-canadiennes ou autochtones et cela ne reflète pas en fait vraiment la composition de notre ville ou les populations qui sont vraiment qui vivent vraiment des impacts de la discrimination socio-économique et qui l'ont vécu à travers plusieurs générations et dans plusieurs lieux géographiques. Donc, plus nous sommes ouverts par rapport à ce que nous sommes en train de faire et qui nous sommes, de qui en train de faire quoi et de quelles sont les données qui informent les décisions qui sont prises, je pense que le mieux ce serait de voir ce qui va se passer si nous commençons à être transparents par rapport aux données et par rapport à la représentation. Et si les données n'informent pas les décisions, alors donc on devient plus conscient des facteurs en fait qui alimentent ces décisions. Donc par exemple, si nous voyons qu'il y a des décisions qui sont en contradiction avec les données, je pense que ça nous permet d'identifier cela et ça nous permet d'avoir des commentaires importants sur ce qui est en train de se passer. En tant que praticien, quand nous avons en fait ces commentaires, nous agissons sur cela parce que cela nous permet de comprendre comment le système fonctionne et cela nous permet d'aller de l'avant. Donc, merci Kate. Et je pense que cette notion de transparence, et je pense qu'à la fin, tu parlais en fait de redevabilité, si je comprends bien. Donc, une fois que tu le vois, une fois que tu l'entends, être redevable pour devoir prendre des actions, pas juste d'essayer, mais de continuer à aller de l'avant pour pouvoir mettre en place des vraies actions et mettre en place ce changement systémique. Donc, c'est un travail difficile, mais faisable. Donc, juste avant de continuer, je vais juste ajouter que cette redevabilité, c'est vraiment ce que nous l'on dit quand nous disons que l'équité en matière de santé n'est jamais implicite. Il faut en parler, il faut que nous soyons redevables par rapport à cela, il faut que les autres nous soient redevables aussi. Et donc, j'ai au conseil de santé, quand j'ai posé des questions, et quand on m'a dit en fait, c'est implicite, je dis non, parce que ça doit être explicite et il faut en mettre en place des systèmes de redevabilité. Donc, très, très bien, Kate. Et donc, merci vraiment pour cette déclaration finale, Claire O'Gorman. Je vais te demander de regarder en fait s'il y a des questions dans la base de conversation. Donc, mais Bonnie, peut-être que toi, tu veux rajouter une autre réponse par rapport à ce que Smita et Kate viennent de dire à cause de ton point de vue spécifique. Donc, Smita et Kate font vraiment un travail incroyable dans les communautés et donc, j'aime vraiment écouter et vraiment absorber ce qu'elles disent. Et j'aime vraiment de ce que tu dis en fait sur l'importance en fait des données et de la transparence et des partenariats avec la communauté pour vraiment comme alimenter le changement. Et je vais peut-être rajouter autre chose. Je vois aussi et je pense aussi que donc reconnaître l'énergie par rapport à la stigmatisation et la reconnaissance dans le système. Et donc je pense que et ça émerge avec les données que nous avons et plus nous sommes transparents et plus nous sommes redevables, cela nous amène encore à être de plus en plus redevables. Et comme nous avons des campagnes comme la vie des Noirs est importante ou la campagne Moi aussi ou la campagne les vies autochtones sont importantes. Nous voyons aussi l'importance en fait de la cohésion sociale et c'est un appel en fait de nous attaquer en fait à la stigmatisation, à la discrimination sous toutes ses formes et cela, c'est vraiment, cela était
très visibles à travers la pandémie, des discriminations comme le classisme, l'agisme ou le sexisme. Cela vraiment nous permet aussi de répondre à ces problématiques fondamentales et cette réponse est tellement nécessaire pour mettre en place cette redevabilité pour la promotion de la santé, pour une approche qui protège la santé. Et donc, je pensais à ça quand Kate Smith était en train de parler. Donc, les choses qui vont vraiment changer la donne. Et pour moi, c'est vraiment quand il y a ce rassemblement de toutes les voix communautaires qui nous demandent d'être redevables par rapport au racisme, au sexisme, et qui nous permettent de répondre à ces questions vraiment à voix haute afin de continuer de développer des approches culturelles qui vont en fait nous permettre de nous attaquer à la stigmatisation aussi. C'est ça que je voulais rajouter, stigma. Donc merci Bonnie. Donc je vais juste attirer votre attention sur le rapport annuel en fait du rapport qui a été publié en 2019 par l'administratif en chef de la santé publique qui parlait en fait de la stigmatisation et de la discrimination. Et ce rapport en 2020 a continué en fait cet héritage. Donc je pense que c'est une lecture importante et c'est une ressource importante pour nous pour aller de l'avant et mettre en place des actions. Donc Claire O'Gorman, je vais te demander en fait d'ouvrir ton micro. Donc peut-être peux-tu te présenter et d'expliquer où est-ce que tu te situes. Et si tu pouvais en fait poser des questions aux conférencières de la part des participants. Donc, continuez à écrire en fait dans la boîte de conversation si vous avez des exemples dans le pays d'initiatives qui fonctionnent ou des exemples d'endroits où l'équité est explicite. Donc, merci en fait de nous en parler en fait dans la boîte de conversation. Donc, Claire, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Donc, je suis une traductrice en fait des connaissances ici et je suis dans le traité numéro 7 à Calgary en Alberta. Donc, je vois vraiment des conversations très intéressantes qui se passent dans la boîte de conversation. Donc, merci à tous pour votre contribution. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de nous connecter dans le monde réel par rapport au travail incroyable que vous faites en équité. Donc, nous voulons continuer en fait à donner une plateforme à toutes ces voix, à vos voix. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de conversations ici pour savoir comment nous allons en fait intégrer différentes voix et la diversité aux tables où la décision est prise. Et donc, finalement, comment ces tables où la décision est prise et comment ces partenariats communautaires peuvent en fait mettre en place les changements structurels qui sont nécessaires pour que l'équité devienne une réalité en fait. Donc, c'est une grande question, mais donc comment est-ce que nous allons pouvoir intégrer ces voix aux tables où les décisions sont prises et donc d'abord comment importer ces voix à ces tables parce que souvent c'est du travail bénévole, c'est du travail qui n'est pas rémunéré et donc après comment utilisons-nous cela pour pouvoir mettre en place le changement structurel qui est nécessaire. Donc je vois Dr. Pakali, que vous avez quelque chose à dire. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment une question très importante. Et à la fin de la journée, c'est comment est-ce qu'on va de l'avant et comment est-ce qu'on fait de l'équité notre nouvelle réalité. Donc, comment sommes-nous redevables les uns aux autres? Donc, comment est-ce que la transparence et la redevabilité deviennent vraiment visibles et comment faisons-nous en fait que cela ne reste implicite? Donc, c'est là que le partenariat vraiment joue un rôle important parce que pour l'instant, nous avons une démocratie. Je me dis, vraiment, donc ce que nous avons besoin d'une démocratie participative. Donc, nous avons besoin de la participation des citoyens de tous les jours qui ont une expérience vécue avec des problèmes de santé mentale ou qui ont des difficultés à l'école ou qui ont des difficultés, quels que soient leurs problèmes locaux. Et eux devraient être les participants qui participent à toutes ces tables au niveau de la communauté ou au niveau en fait de la ville, au niveau provincial, au niveau fédéral. Et ce genre de participation qui a vraiment du sens, une participation citoyenne, tant qu'elle ne sera pas là, nous ne vivrons pas en fait dans une démocratie participative parce que en intégrant ces voix-là à ces tables-là, c'est vraiment important.
Et donc, c'est parce que c'est là où les décisions sont prises, c'est là où les politiques sont en fait écrites, parce que ces politiques ne sont pas liées en fait à la vie de ce citoyen qui vit dans cette communauté. Donc, à quoi sert cette politique? Et donc, même si ces politiques sont vraiment faites et qui correspondent à cela, mais s'il n'y a pas de financement qui sont attachés à cette politique, à quoi sert cette politique? Jusqu'à quand nous commencerons à entendre ces citoyens à ces tables où ces décisions sont prises, quelle que soit la taille de cette décision, tant que cette voix, cette expérience vécue ne sont pas incorporées de manière significative, cela n'aura pas d'impact. Parce que des fois, on inclut en fait les citoyens de manière représentative. Donc, nous avons un citoyen de cette communauté et donc c'est une approche en fait pyramidale. Donc, il faut se débarrasser et donc il faut vraiment intégrer vraiment une approche participative significative à tous les niveaux. Et c'est la seule manière pour nous de transformer l'équité en notre nouvelle réalité. Merci, Nita. Donc, Kate Bonny, est-ce que vous voulez vraiment élaborer sur ce que Smita vient de dire en termes de répondre à cette question très vaste que Claire a posée? Donc, je suis vraiment à 100% derrière ce que tu viens de dire, Smita. Donc, ça fait partie de mon travail quotidien quand je travaille avec le centre de santé communautaire et aussi je veux m'assurer que toutes les communautés soient vraiment représentées là où les décisions sont prises, mais aussi par rapport au conseil de santé de la ville de Toronto. Donc, moi, je me suis joint à ce conseil il y a presque 2 ans de cela. J'avais vraiment travaillé déjà avec la santé publique de Toronto, mais pour moi, c'était vraiment une expérience qui m'a dépassée. Donc, il n'y avait pas de formation et donc pas d'orientation. Et donc, le sentiment, c'est que je n'étais pas vue et que je n'étais pas entendue. Donc, ça m'a pris quelques réunions pour vraiment comprendre comment cela fonctionnait, donc qu'est-ce que j'étais censé faire et donc quelles étaient les questions que je pouvais poser. Et là, j'ai commencé à trouver ma voie. Et donc et là, après, je me suis vraiment concentrée sur l'équité en matière de santé et sur l'aspect communautaire du travail depuis là. Mais quand je suis arrivée, j'avais déjà ce privilège et j'ai vraiment été dépassée par ce qui se passait. Donc, je pense qu'il faut vraiment orienter les gens pour aider les personnes. Donc, le conseil, en fait, paye une allocation pour les membres du conseil, donc la même chose que pour les politiciens. Donc, ils essayent de faire des efforts pour s'assurer que les gens sont reconnus pour le travail qu'ils donnent à ce travail-là. Et je pense que c'est important aussi, mais c'est un processus politique. Et je pense que le processus de nomination politique est donc et je pense que c'est pour ça que la transparence et la redevabilité doit être vraiment très claire. Il doit y avoir de la transparence pour savoir qui est-ce qui devrait être assis à cette table-là. Et donc, je pense que c'est vraiment une formation qu'il faut donner en termes d'orientation politique pour savoir comment cela fonctionne. Donc, ça, c'est l'exemple qui vient du Conseil de santé publique de Toronto. Donc, mais je pense que nous avons besoin d'avoir plus de représentation dans le Conseil pour nous assurer que ces voix sont représentées. Une chose qui fonctionne bien, c'est que nous avons une députation directe des citoyens de la ville. Donc, et ils peuvent avoir en fait une grande influence. Donc, à chaque fois, même dans les réunions virtuelles, n'importe quel président peut vraiment faire un commentaire sur ce qui est en fait à l'ordre du point du jour. Ils ont 5 jours pour partager leur opinion. Donc, c'est vraiment très important d'avoir ce genre de participation directe parce que cela ne se produit pas à d'autres niveaux du gouvernement. Et donc, ce sont certaines initiatives qui fonctionnent bien et qu'il faut continuer à améliorer pour pouvoir intégrer ces voix. Donc, merci Kate. Ce sont vraiment des points excellents. Donc, Bonnie, je vais vraiment te donner l'occasion, en fait, de commenter sur ce que Kate et Smita va dire. Donc, ça fait presque 50 minutes que la conversation a commencé. Donc, après, je vais retourner, redonner la parole aux conférenciers. En fait, pour le mot de la fin, à moi, c'est clair, tu as vraiment une question pressante? Donc, Claire, j'ai peut-être des problèmes informatiques, donc si jamais je disparais de la conversation, donc veuillez m'excuser, mais je vais continuer. Donc, j'ai un peu compris ce que Smita et Kate ont dit, j'ai vraiment apprécié leurs commentaires. Donc, je suis complètement d'accord avec cette expérience. Pour moi, c'est dans le contexte fédéral, donc c'est avec cette bureaucratie massive. Et donc, une couple de choses auxquelles je réfléchis, en fait, dans ce cadre de système aussi, c'est de savoir comment maintenir en fait ce qui a été gagné par certaines des étapes qui ont été
qui ont été accomplis. Donc, une des initiatives, par exemple, c'est la rémunération, en fait, des personnes qui travaillent à ces postes décisionnels. Donc, moi, je sais que dans l'Agence de santé publique et aussi à Santé Canada, pour moi, j'ai essayé de travailler à mettre en place une politique qui va, en fait, soutenir l'expérience vécue de la bonne manière et de s'assurer que cela est représenté à la table de prise de décision. Donc, un grand exemple, c'est que nous avons pu, en fait, donner des honoraires et des allocations pour du travail qui contribuait. Donc, c'était une politique liée au dommage de la toxicomanie. Et une des choses à laquelle nous n'avons pas pensé, c'est que quand nous avons invité, en fait, un des collègues pour parler à une conférence, j'ai reçu un appel en panique parce que nous étions à l'hôtel et ils nous demandaient, en fait, une carte de crédit, en fait, pour pouvoir réserver la chambre. Et donc, nous devons vraiment penser à toutes les manières dont nous pourrions, en fait, soutenir cette participation critique communautaire. Donc, une des autres avancées que moi je vois, c'est vraiment un intérêt réel pour l'intégration des aînés à des communautés et des groupes de travail pour représenter leur communauté. Et donc, je pense aussi que nous avons encore beaucoup de travail à accomplir pour améliorer nos systèmes et je continue à penser à comment développer des mécanismes durables et à comment mettre en place certaines de ces étapes afin que cela devienne des politiques et afin que nous soyons redevables et nous soyons redevables pour que de vraies voix soient présentes à ces tables de prise de décision. Donc, c'est ça que je voulais dire. C'est ma contribution à la conversation, mais je ne veux pas prendre trop d'espace. Donc, merci beaucoup, Bonnie. Donc, je vais juste vérifier avec Claire. Donc, je pense que nous allons en fait vous donner le temps de partager vos mots de la fin. Est-ce que, Claire, il y a une question qui pourrait vraiment susciter des mots de la fin de Smita, Bonnie et Kate? Je pense. Donc, je pense que quelqu'un qui travaille en fait avec donc l'autorité pour la santé, c'est comment s'impliquer dans le plaidoyer, comment donner de la place pour ces voix-là, parce que quand tu travailles pour une organisation qui vous finance, ou alors quand tu es financé par une institution en fait que tu critiques. Donc comment tu tu peux rechercher la justice en fait dans ces cas-là. Donc, je pense que c'est vraiment clair parce que je pense que c'est une bonne manière d'amener une conclusion en fait à cette conversation. Donc, Bonnie, Smita et Kate. Donc, si vous pourriez donner vos mots de la fin, mais je vais aussi vous demander à vous qui êtes en ligne, puisque nous sommes sur le point de clore, donc parce qu'il est déjà 12h54, si vous pouviez faire ce que nous avons demandé il y a 2 semaines de là, est-ce qu'il y a un mot qui nous vient à l'esprit? Donc, je pense que nous avons plus de 156 voix ici en ligne, donc nous aimerions entendre ce mot qui nous vient à l'esprit. Donc, si vous pouviez le mettre, en fait, donc dans la base de conversation aussi, je voudrais vous indiquer que nous avons en fait publié quelque chose qui s'appelle Parlons-en, l'engagement communautaire axé sur l'équité en santé. Et donc, nous avons aussi développé un cadre pour des indicateurs organisationnels par rapport à la préparation pour la gestion de situations d'urgence. Donc, nous avons aussi rajouté des indicateurs sur l'équité. Et donc, ça fait référence à ce que le conférencier en dit, à ce qui se trouve dans la boîte de conversation. Donc, vous pouvez en fait vérifier ces ressources-là sur notre site Internet. Et je veux vraiment vous inviter à notre prochaine conversation qui aura lieu le 10 mars 2021, la même heure, mercredi à midi, donc heure de l'Est. Et nous allons vraiment regarder en fait ces fenêtres en termes de politique, parce que nous avons des opportunités qui existent maintenant afin de promouvoir l'équité en santé pour la COVID-19. Donc, c'est le titre de la session. Donc, COVID, je te donne la parole. Donc, j'espère que tu te rappelles de ce qu'était la question de Kate. Après Smita et après le dernier mot, ce sera Kate qui va le donner. Donc, Bonnie. Donc, moi, ce que j'ai compris de la question de Claire, c'est comment allons-nous de l'avance quand
travaillons en fait au sein du système et au sein d'un système qui n'est pas vraiment peut-être favorable à ce que nous essayons de promouvoir. Et donc, moi, je vais retourner à ce que Kate et Smita ont dit auparavant, c'est que c'est avec les données et la transparence. Et donc, ce que je voudrais rajouter, c'est d'être vraiment capable de parler d'une manière que le public peut entendre. Donc, il y a vraiment des temps où nous devons donner des justifications rationnelles longues, mais si vous parlez à des leaders un peu plus en haut de la direction, donc c'est important vraiment de répondre aux questions directement et enfin de leur montrer quels sont les bénéfices de cette approche et de vous leur montrer l'importance critique de cet avenir que vous essayez de construire. Donc, je dirais que c'est un de mes apprentissages et je me rappelle vraiment que la docteure Teresa Tam qui est vraiment une experte dans la manière dont elle peut vraiment comme adapter son message à l'interne de manière à être entendu. Donc c'est sûr que la plateforme qu'elle a en tant qu'administratrice aide aussi, mais voilà. Merci beaucoup, Bonnie, merci pour cela. Et juste en termes de rappel pour le groupe, donc Teresa Tam nous a demandé des idées, donc je suis vraiment qu'elle est très ouverte à recueillir ces nouveaux voix-là, donc vous pouvez nous envoyer un courriel, donc à NCCDH, vous pouvez envoyer aussi votre courriel à Claire directement ou à Bonnie directement et nous pouvons nous assurer en fait d'envoyer cette information. Donc je vois que les gens de manière proactive sont en train d'entrer leurs mots dans la boîte de conversation. Et ce qui m'encourage que ce sont des mots différents de ce que nous avons entendu en fait il y a 2 semaines de cela. Smita, ton mot de la fin et ensuite Kate. Donc oui, merci. Donc je veux revenir à ce point et je pense que Bonnie l'a vraiment expliqué de comment ça a été difficile pour eux d'intégrer vraiment des vrais chercheurs qui venaient de la communauté. Et donc, nous avons en fait mis en place une méthode pour le faire. Et nous avons créé une procédure pour cela et comment nous faisons de manière équitable et comment en fait nous éliminons ce déséquilibre de pouvoir autant que possible. Parce que moi, je suis toujours en position d'autorité, je ne peux pas changer, mais nous avons un modèle d'engagement citoyen d'Ottawa et donc merci vraiment Claire Orgaman d'avoir inclus en fait ce lien dans la boîte de conversation. Donc vous pouvez utiliser ce modèle, vous pouvez en faire un plagiat, vous pouvez l'adapter. Si vous avez des questions plus, appelez-nous aussi, nous sommes toujours ouverts à la collaboration. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que les gens avec l'expérience vécue sont vraiment engagés de manière significative et qui reçoivent une rémunération pour leur temps, pour leur transport. Et c'est avec de l'argent, pas avec des cartes bancaires ou des cartes de crédit. Et donc, nous voulons aussi faire cela pour vraiment abattre plusieurs obstacles institutionnels. Donc, il y a vraiment des obstacles institutionnels que nous devons mettre à bas pour pouvoir, pour que cela arrive et qu'ils puissent recevoir de l'argent. Donc, c'est un effort que nous avons à faire. Et donc, là, je ne veux pas minimiser cela, ce n'est pas facile. Ça vient avec ses propres défis, mais vraiment la récompense est grande. Et donc, mon mot de la fin, c'est je vous encourage vraiment sincèrement de ne pas retourner à la situation avant la pandémie, parce que tout le monde est en train de dire retournons à la situation avant la pandémie, retournons à la normalité. Moi, je vous encourage à ne pas le faire. Nous voulons imaginer une cohésion sociale. Nous voulons vraiment amener des changements systémiques et structurels. Et nous devons faire en sorte que la démocratie participative devienne vraiment notre réalité. Et c'est là ainsi que nous allons créer ce système, ce changement systémique qui va pouvoir donner de la cohésion sociale, qui va donner une vision commune pour un objectif commun. Donc, merci beaucoup. Et c'est vraiment un appel à l'action vraiment très passionnant, Kate. Et après, nous allons mettre fin à notre session. Nous faisons tous partie du système. Nous faisons tous partie d'institutions. Et pour ceux d'entre nous qui sommes payés par ces institutions, c'est encore plus compliqué. Nous avons tous un rôle à jouer pour pouvoir nous assurer à rendre ces structures, cette redevabilité transparente et explicite. Et pour moi, à l'avenir, il me faut apprendre
des personnes qui sont des leaders par l'exemple au niveau communautaire. Et je pense que à mon avis, c'est là où il y aura beaucoup de potentiel pour pouvoir aller de l'avant. Donc, merci beaucoup, Kate. Donc, ça me fait penser que j'ai participé à une session en ligne récemment et il y a quelqu'un sur un sujet similaire à celui dont nous discutons. Il disait, il y a une bataille qui est à cours et donc, moi, je peux contribuer à la bataille. Donc, il y a une bataille en cours et nous pouvons tous y contribuer. Donc, merci à tout le monde. Donc, je vois vos commentaires dans la web conversation. Merci vraiment pour le temps que vous avez accordé aujourd'hui parce que c'est un don, ce travail. Donc, nous allons vous revoir dans 2 semaines. Merci beaucoup, Sunita, Kate, Bonnie. Merci pour votre présence ici avec nous aujourd'hui. Merci pour votre contribution incroyable aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit dans 2 semaines. Au revoir pour présentement. Merci tout le monde. Merci tout le monde.